Que se serait-il passé si les réseaux sociaux numériques avaient existé durant la Seconde Guerre mondiale? L'histoire aurait-elle été la même et de quelle manière aurait-elle été racontée et partagée au quotidien? Ces quelques questions sont au cœur des projets de docu-fiction sur Instagram, que vous connaissez peut-être, Eva Stories et Ich bin Sophie Scholl, dont vous voyez ici les deux affiches de promotion à l'écran. Alors sur celle de gauche, une jeune femme qui représente la résistante allemande Sophie Scholl fait ce geste si caractéristique de notre époque. On la voit tendre le bras pour se prendre en selfie. Sur l'affiche de droite, l'ambiance est plus colorée, presque pop. On voit surgir au milieu des barbelés une main brandissant un téléphone, tel un point levé ou une tentative de résurrection. Ces deux affiches, côte à côte, semblent suggérer que si les réseaux sociaux numériques avaient existé durant la Seconde Guerre mondiale, ils auraient pu représenter une alternative à l'Holocauste ou une forme de résistance face au régime de Hitler. Eva Stories et Ich bin Sophie Scholl sont deux projets, parmi d'autres, qui mettent en scène sur Instagram ce que nous avons appelé dans le cadre du projet porté par Alexandra des profils de fiction historique. Alors la grande histoire est ici racontée selon un parti pris très affirmé qui consiste à incarner, par le biais de profils, deux jeunes femmes au destin tragique. Sophie Scholl, une icône de la résistance en Allemagne, arrêtée et décapitée par les nazis à l'âge de 22 ans, et Eva Eyman, une juive hongroise déportée et morte à l'âge de 13 ans en camp de concentration et dont la vie a été reconstituée sur Instagram à partir de son journal intime qui a été publié post-mortem. Ces fictions archivales, c'est ainsi que les nomme Louise Merzo, revêtent certaines caractéristiques qui sont propres aux réseaux sociaux numériques. Leur structure profilaire relève d'une part d'un paradigme documentaire, donc elles assemblent des ressources textuelles, photographiques ou sonores au sein d'une forme multimodale qui est modelée par l'architecte, et d'autre part, elles s'inscrivent dans un paradigme communicationnel, puisque leur existence repose en grande partie sur les dynamiques relationnelles et conversationnelles propres aux réseaux sociaux numériques. Elles nous invitent à rejouer collectivement de grands moments de l'histoire, sous la forme d'un récit vivant, mouvant, évoluant au gré des interactions avec les usagers. Ces derniers, selon l'historien José Van Dyck, tendent à devenir des agents de mémoire, encouragés à participer activement à la construction d'une mémoire médiatisée. Les profils de fiction historique permettent donc de réactiver le passé dans le présent du réseau social, et le pacte fictionnel engage l'usager dans un dialogue vivant avec un personnage auquel il peut par moments s'identifier. Entre identification, conversation et documentation, l'usager est donc amené à jouer le jeu du passé en adoptant un usage ordinaire, voire peut-être quotidien de la fiction, qui, comme nous le verrons, laisse le champ libre à l'agentivité, à la coopération narrative ou encore à la critique. Donc dans cette intervention, je vais me concentrer sur l'étude du profil Ich bin Sophie Scholl, qui signifie en allemand « je suis Sophie Scholl ». Ce profil a été créé par deux chaînes de radio publique allemandes et lancé en 2021 durant une période de confinement. Et le compte a atteint son apogée en juin 2021 avec près d'1 million de followers. Donc là, on est vraiment dans le cadre des industries culturelles, avec un grand nombre de lecteurs. Et donc ce compte présente les 10 derniers mois de la vie de Sophie Scholl, une figure historique de la lutte contre le national-socialisme en Allemagne et qui faisait partie d'un mouvement appelé la Rose Blanche. Comme on le voit dans cet extrait, l'œuvre combine un contenu fictionnel qui est créé à partir des outils de production d'Instagram et d'authentiques documents d'époque liés à la propagande nazie. Elle s'inscrit dans une logique intermédiaire puisqu'elle remédiatise la structure narrative du journal intime sous forme de stories, mais elle emprunte aussi au code de l'influence sur Instagram puisque Sophie Scholl s'adresse directement à ses followers en les interpellant régulièrement sur ce qu'elle voit, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent et en leur demandant aussi ce qu'ils et elles feraient à sa place. Et s'il est possible de discuter avec Sophie Scholl, la conversation s'arrête néanmoins brutalement après son arrestation. La suite de l'histoire, son exécution, est racontée du point de vue d'un narrateur omniscient par le biais d'images d'archives en noir et blanc. Alors sur la FAQ du site de la radio allemande, ZWR, les concepteurs expliquent un petit peu leur parti pris dans la création de cette fiction sur Instagram. L'idée est tout d'abord de faire sortir, selon eux, des manuels d'histoire, une figure historique afin d'en réactiver la mémoire auprès des jeunes générations. Ils insistent par ailleurs sur le fait qu'il s'agit bien d'une interprétation fictionnelle, même si le personnage de Sophie Scholl a réellement existé. Si certaines ambiguïtés et lacunes historiques ont été comblées, toujours en relation avec un historien, la décision a été prise
toutefois de ne communiquer que du point de vue de Sophie Scholl pour amener les abonnés à s'identifier au personnage. C'est donc la raison pour laquelle les posts ne parlent que de ce que Sophie Scholl était censée savoir à l'époque. En 1942, pouvait-elle, par exemple, connaître l'étendue de la persécution contre les Juifs ? Un tel parti pris n'est pas sans conséquence, on va le voir plus tard. Alors que Sophie Scholl est interprétée à l'écran par toujours la même comédienne, son persona est rejoué en revanche en permanence à l'écrit lors des conversations avec les usagers. Et ce persona est ici incarné non pas par une seule personne, mais par une équipe entière de community managers qui relèvent d'expertises variées. Les réponses aux usagers, donc comme dans l'exemple ici où Sophie Scholl commente sa vie amoureuse et tout le monde commente aussi un petit peu sa vie amoureuse, s'appuient sur différents filtres interprétatifs qui vont relever, qui vont peut-être être d'ordre historique parfois, d'autres fois journalistique, psychologique ou encore artistique, selon le community manager qui va répondre. Dans son livre « Changer la vie par les fictions ordinaires », Nancy Murzei rappelle que le jeu de rôle s'apparente à une coopération narrative où l'ensemble des joueurs utilisent leur imagination pour créer une histoire interactive commune en vue de résoudre des situations problématiques. Eh bien, de la même manière, l'incarnation mémorielle de Sophie Scholl semble inviter les usagers à un jeu de rôle dont elle serait la maîtresse de jeu. Des questions telles que « Et vous, comment s'est passée votre première journée à l'université ?» ou encore « Quelles sont vos astuces lorsque vous n'arrivez pas à calmer vos inquiétudes ?» invitent les récepteurs à confronter leurs horizons d'attente, d'expérience, avec ceux de Sophie Scholl. Et l'analyse des contenus des commentaires révèle qu'un grand nombre d'abonnés choisissent d'interpréter à leur tour un personnage fictionnel. Donc ils jouent au passé, ils font comme s'ils vivaient eux aussi en 1942, tout en gardant une vision finalement assez perspicace de l'avenir, puisqu'ils n'hésitent pas à mettre en garde Sophie Scholl contre les dangers qu'elle encourt. Par exemple, il lui déconseille très vivement sur la fin d'aller distribuer les tracts dans l'université où celle-ci se fera arrêter. Sinon, adieu la rose blanche, prévient un usager. D'autres commentaires soulignent aussi le rôle ambigu que vient jouer ici le dispositif Instagram. La résistante aurait-elle vraiment publié ses pensées sur un média social tel qu'Instagram en 1942 ? Cela ne semble pas très crédible. Selon un usager, une dictature comme le national-socialisme aurait mis un terme brutal à ses posts en moins d'une semaine. Et cette contradiction qui est au cœur du projet elle semble peut-être insoluble, puisque la série repose sur la fiction que Sophie Scholl aurait publiée à l'époque, ses pensées sur un réseau social comme Instagram. Mais afin de susciter la réflexivité des usagers, il aurait aussi fallu qu'elle puisse expliquer en même temps que cela aurait été finalement impossible, étant donné que si les médias sociaux avaient existé en 1942, ils auraient aussi sûrement comporté beaucoup de nazis. Tout le monde voit ce que tu fais là, prévient ainsi un autre usager. Par ailleurs, le contexte politique qui est lié au moment de la réception agit comme un prisme auprès de nombreux usagers. Alors, dans le meilleur des cas, il va s'agir de confronter de comparer sa situation d'isolement pendant le confinement à l'isolement vécu par Sophie Scholl. Et je dirais que dans le pire des cas, certaines personnes vont jusqu'à comparer en fait la censure nazie avec les restrictions de liberté durant la période de Covid. Il faut en effet savoir que Sophie Scholl est aussi devenue en Allemagne l'icône des mouvements anti-vax qui sont apparentés à l'extrême droite et qui se sont identifiés à elle en tant que figure de la résistance persécutée. Donc, de nombreux commentaires soulignent dans les conversations le risque d'instrumentalisation aussi à des fins politiques via ce profil de fiction historique d'une héroïne de la lutte anti-nazie. Et cela ne s'arrête pas là. Donc si la plupart des commentaires restent toutefois enthousiastes, certains s'interrogent aussi sur le caractère moralement acceptable de ce projet. Est-il approprié de rejouer l'histoire sur les réseaux sociaux numériques ? Où est la limite ? Verra-t-on Sophie Scholl se prendre en selfie devant l'échafaud, comme l'on peut voir le profil de fiction de Eva Eyman enregistrer une dernière story depuis le wagon à bestiaux qui l'emmène à Auschwitz ? La manière dont ce profil de fiction historique a été pensé offre-t-il finalement vraiment à l'usager la possibilité d'adopter une posture critique face à certains faits historiques ? Alors c'est une question que se posent de nombreux usagers, et qui sont d'ailleurs aussi souvent des historiens.
Leurs commentaires se montrent critiques envers les procédés narratifs qui sont mis en place, qui leur semblent venir enjoliver l'histoire et masquer des vérités historiques qui pourraient être dérangeantes. Pourquoi, par exemple, le passé de Sophie Scholl, en tant qu'ex-membre convaincu des jeunesses hitlériennes, est-il passé sous silence, se demande-t-il. Pourquoi aucune mention n'est-elle faite des déportations qui se déroulaient tout de même déjà à l'époque. D'autres vont s'inquiéter aussi du manque de contextualisation. Les documents historiques qui font aussi partie qui sont aussi postés et qui sont souvent de la propagande nazie ne sont pas tous authentifiés ou discutés, mais en fait ils sont juste posés là par Sophie Scholl qui les photographie et qui ensuite les commente de son propre point de vue. Selon la journaliste Nora Espers, les concepteurs du profil ont choisi de tout miser sur la feintise ludique partagée, mais ce faisant, la réponse des community managers face aux demandes de précision des usagers reste finalement souvent évasive, voire inexistante. De sorte que la tâche de contextualisation historique est souvent laissée aux mains de jeunes historiens, qui sont des usagers actifs de la plateforme, et qui viennent combler à la place des concepteurs du projet les lacunes et les blancs en recadrant certains propos. Bon, ici, sur l'image, en fait, il y a toute une discussion qui s'est enclenchée sur le fait que ce type de masque n'était pas porté dans les abris anti-bombardement, ou encore que Sophie Scholl ne se trouvait pas à Berlin ce jour-là. Voilà, donc il y a de nombreuses discussions qui mettent en cause et qui parlent de faits fictifs, d'ailleurs, pour dénoncer, en fait, le manque de vérité historique. L'analyse des commentaires montre aussi que certains propos d'usagers qui ne sont pas remis en contexte par les concepteurs du profil perpétuent des idées romantiques sur les choix faits par les Allemands durant la guerre. Et ces discussions tendent à glorifier parfois un passé victimaire en favorisant une vision déformée de l'histoire, voire une perspective révisionniste, en laissant penser que finalement la grande majorité des Allemands étaient des résistants. Dans cet exemple, la diffusion d'images d'archives du front de l'Est, donc elle diffuse en fait sous la forme d'images d'archives parce que son petit ami se trouve sur le front de l'Est à ce moment-là, cette diffusion d'images suscite un grand élan d'empathie et favorise aussi le partage de nombreux souvenirs familiaux qui racontent comment chacun a vu son grand-père enrôlé de force ou capturé en tant que prisonnier de guerre, ce qui tend aussi à créer l'illusion que finalement la plupart des Allemands étaient des victimes et non pas des complices du régime nazi. Alors en guise de conclusion, d'ouverture, j'aimerais juste souligner que l'émergence de ce type de profil de fiction historique s'inscrit dans un contexte où de plus en plus d'institutions culturelles et éducatives cherchent à explorer de nouvelles approches pédagogiques pour sensibiliser les jeunes à des passés sensibles, de peur que ces passés tombent dans l'oubli. Donc moi, il m'a semblé intéressant de présenter ces profils de fiction historique à des enseignants pour recueillir leur point de vue et aussi leurs opinions sur la manière dont ils pourraient les exploiter en classe, dans le cadre d'une sensibilisation à ces enjeux mémoriels, mais peut-être aussi d'acquisition d'une culture numérique. Une étude, en effet, a révélé que de nombreux lycéens allemands, ayant vu ce profil, croyaient que Sophie Scholl était toujours en vie et était une influenceuse, la percevait comme une influenceuse. Donc comment éviter que ce type de démarche, prétendant s'inscrire dans une mission éducative, aboutisse à l'inverse exact de ce qu'elle vise, en accentuant le processus de désinformation sur les réseaux sociaux. Alors, ce que j'ai pu constater dans mes discussions avec les enseignants, c'est qu'ils sont séduits par cette œuvre profilaire. Ils la trouvent en prise avec les pratiques de lecture numérique de leurs élèves. Eux-mêmes se prennent au jeu. C'est comme une amie à qui il arrive quelque chose de terrible. On a l'impression de connaître personnellement ce personnage, on finit par s'y attacher. L'œuvre plaît aussi car elle dépasse la dimension verbocentrée de la littérature et la facilité à s'identifier au personnage, à ressentir ses émotions, permet plus facilement de se l'approprier. Donc le profil de fiction induit une puissante empathie, écrit un enseignant. Le personnage est fictif, mais semble réel, proche des adolescents aujourd'hui, et on a envie de lui écrire, de communiquer. En parallèle, évidemment, les enseignants sont aussi sensibles aux enjeux moraux que j'ai évoqués précédemment. L'appropriation d'une subjectivité défunte nécessite, selon eux, un important travail de médiation pour vérifier si ce qui est dit est aussi historiquement prouvé. Et donc, cela dit, dans le cadre d'une éducation à la littératie numérique, ces œuvres, de par justement peut-être leurs ambiguïtés,
me semblent intéressantes peut-être à étudier dans la mesure où elles viennent soulever des enjeux critiques, des enjeux moraux, des enjeux éthiques qui sont aussi au cœur des missions éducatives de l'école.